Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons examiner de près les chaînes de valeur mondiales, que vous connaissez probablement sous le nom de CVM. Pour les décideurs politiques et pour les professionnels qui essaient de s'y retrouver dans l'économie actuelle, il est absolument essentiel de comprendre ces réseaux de production internationaux. Nous allons vous résumer les conclusions d'un rapport assez détaillé, et notre objectif ici, dans cette analyse approfondie, est de dégager peut-être 2 ou 3 éléments vraiment essentiels concernant les CVM qui devraient figurer en bonne place dans vos préoccupations. Exactement. Et ce qui différencie les chaînes de valeur mondiale, vous savez, du simple commerce traditionnel, c'est la façon dont la production est répartie entre les différents pays. Ainsi, au lieu qu'un seul pays se charge de fabriquer l'ensemble du produit, différents pays se spécialisent dans des tâches spécifiques. Chaque étape ajoute de la valeur en cours de route. Il ne s'agit pas seulement d'acheter et de vendre des produits finis, mais d'un processus beaucoup plus intégré. D'accord. Passons à présent à notre premier point clé. Le rapport présente des arguments solides, selon moi, en faveur des chaînes de valeur mondiale comme étant un puissant moteur du progrès économique. L'idée principale est que la participation à ces réseaux semble offrir un potentiel de développement et de réduction de la pauvreté bien plus important que le commerce classique. Oui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont les choses se font. Le rapport met en évidence quelques éléments clés concernant le commerce des CVM. L'un d'entre eux est cette idée d'hyperspécialisation, où les pays se concentrent sur des segments de production étroits. Il ne s'agit plus de fabriquer l'ensemble de la voiture, mais plutôt d'être le meilleur au monde dans la fabrication d'un composant spécifique pour le moteur, par exemple. Et l'autre élément vraiment crucial, ce sont ces relations durables à long terme entre les entreprises de différents pays. Il ne s'agit pas seulement d'accords ponctuels, mais de véritables partenariats durables. Cela contribue à la diffusion des technologies, au partage des connaissances, voire même à l'accès aux capitaux. Exactement. Il ne s'agit donc pas seulement d'acheter et de vendre. Et il y a des chiffres qui le confirment, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Le rapport estime qu'une augmentation de seulement 1% de la participation d'un pays aux chaînes de valeur mondiale peut accroître le revenu par habitant de plus d'1%, par rapport au commerce classique où le gain est peut-être d'environ 0,2%. C'est donc une grande différence. Waouh, d'accord, 5 fois plus d'impact. C'est considérable. Et vous avez mentionné des exemples concrets. Tout à fait. Nous avons vu des pays comme le Bangladesh, le Cambodge ou le Vietnam réaliser une croissance vraiment impressionnante, en passant de la simple exportation de matières premières à des éléments clés des chaînes de valeur mondiales de fabrication. L'industrie du vêtement en est un exemple classique. Ils utilisent des textiles importés pour fabriquer des vêtements destinés à l'exportation. Une augmentation de 20% en 3 ans. C'est une accélération incroyable. Le rapport parle également des entreprises qui importent et exportent au sein de ces chaînes, je crois. Elles semblent assez centrales. Elles le sont vraiment. Ce sont les piliers essentiels, vous savez, qui relient les points à travers les frontières. Et il est logique qu'elles soient dominantes. Et il ne s'agit pas seulement de croissance globale, il est également question de réduction de la pauvreté. Des études menées au Mexique ou au Vietnam démontrent que les régions où l'on trouve le plus grand nombre d'entreprises profondément intégrées dans les chaînes de valeur mondiales ont enregistré une baisse plus importante du taux de pauvreté par rapport aux régions avec de simples exportateurs ou importateurs. D'accord, donc le message ici pour vous et pour nos auditeurs, les décideurs politiques, est assez clair. L'intégration des CVM n'est pas simplement une autre stratégie commerciale. Elle pourrait être un outil très puissant pour la croissance et pour lutter contre la pauvreté. C'est le premier grand point à retenir, oui. Mais le deuxième aspect que nous devrions examiner est la manière dont les choses évoluent. L'environnement des chaînes de valeur mondiale n'est pas statique. Le rapport note que l'expansion très rapide que nous avons observée dans les années 90 et au début des années 2000 a quelque peu ralenti depuis la crise financière de 2008, entraînant une croissance mondiale plus faible, moins d'investissements et peut-être même un manque de nouveaux grands accords de libéralisation, ce genre de choses. Et il y a également de nouvelles choses qui émergent, n'est-ce pas ? Des éléments qui pourraient vraiment bouleverser les chaînes de valeur mondiales.
C'est certain. Le rapport met en avant des éléments comme l'impression 3D qui pourrait permettre de rapprocher la production des consommateurs, en réduisant les besoins en transport sur de longues distances et potentiellement en réduisant la demande pour certains types de main-d'œuvre. C'est intéressant. Et qu'en est-il des tensions commerciales? On en entend beaucoup parler. En effet, le risque de conflits commerciaux entre les grands acteurs est un aspect très important. Il pourrait certainement amener les entreprises à repenser leur chaîne d'approvisionnement. Nous pourrions voir les chaînes de valeur mondiale devenir plus régionales, voire même se fragmenter un peu à cause des droits de douane et de toute l'incertitude. Donc, pour les pays en développement qui espèrent peut-être utiliser les chaînes de valeur mondiale pour gravir les échelons et acquérir des technologies, est-ce que cela complique les choses? Cette voie est-elle toujours aussi ouverte qu'avant ou ces changements pourraient-ils rendre les choses plus difficiles pour certains pays qui voudraient se connecter et en bénéficier? C'est la question à $1 million, je pense. Et c'est une question à laquelle les décideurs politiques doivent vraiment réfléchir. Parce que bien que le rapport montre les avantages évidents sur le plan historique, il admet également que ces chaînes peuvent aggraver les inégalités ou causer des problèmes environnementaux si elles ne sont pas bien gérées. Et aujourd'hui, l'apparition de ces droits de douane sur les principaux marchés constitue un problème très concret. Ils visent peut-être à protéger les emplois à forte valeur ajoutée dans les pays d'origine, mais ils pourraient en fait nuire aux activités de transformation dans les pays en développement, en particulier dans des secteurs comme l'habillement, la maroquinerie et les produits à plus forte intensité de main-d'œuvre. Ça ressemble à un véritable exercice d'équilibre. Vous voulez les avantages, mais il y a ces nouveaux obstacles et ces inconvénients potentiels. Le rapport mentionne également d'autres éléments, tels que des règles d'origine et des accords commerciaux compliqués ou des subventions qui faussent la concurrence. Exactement. Et même dans les services qui sont de plus en plus importants pour les CVM, comme la logistique, la libéralisation financière n'a pas progressé aussi vite, en particulier dans des domaines clés comme le transport. D'accord, donc pour revenir à la question des décideurs politiques, ils doivent vraiment être conscients de ces changements. L'ancienne approche nécessiterait quelques mises à jour. Oui, c'est certain. Pour élaborer une politique commerciale et industrielle intelligente, il faut suivre de très près la façon dont ces dynamiques mondiales évoluent pour s'assurer que l'engagement des chaînes de valeur mondiale reste fructueux. C'est vrai. Étant donné ce contexte changeant, que peuvent réellement faire les gouvernements? Quels sont les leviers politiques que le rapport met en évidence pour que la participation au CVM fonctionne? Il indique qu'il ne suffit pas de disposer d'une main-d'œuvre ou des ressources bon marché, n'est-ce pas? La politique compte beaucoup. C'est absolument essentiel. Les politiques nationales déterminent réellement la façon dont ces dotations, comme les ressources en main-d'œuvre, s'intègrent réellement aux chaînes de valeur mondiale. Le rapport met l'accent sur des éléments tels que la suppression des barrières à l'investissement en veillant à ce que les coûts de main-d'œuvre restent compétitifs. Cela signifie éviter, par exemple, un taux de change surévalué qui peut nuire à la compétitivité de l'industrie manufacturière. Par exemple, le rapport note qu'à Trinidad et Tobago, une monnaie surévaluée a quelque peu freiné l'industrie manufacturière. C'est logique. Et la libéralisation du commerce est toujours importante, car elle permet d'accéder au marché et aux intrants, n'est-ce pas? Cela reste fondamental, à la fois pour vendre votre part du produit et pour obtenir les composants dont vous avez besoin à moindre coût. Le Pérou, par exemple, a réduit ses droits de douane de manière unilatérale, ce qui a permis de diminuer les coûts d'importation et les a aidés à diversifier leurs exportations au sein des CVM. Et bien sûr, les accords commerciaux préférentiels, comme ceux dont bénéficie le Bangladesh, ont été des points d'entrée vraiment clés pour de nombreux pays. D'accord, donc le climat d'investissement, l'ouverture commerciale. Quoi d'autre? La logistique semble être un élément qui revient souvent. Elle est extrêmement importante et elle peut parfois être négligée. Le rapport est clair à propos de la logistique de la facilitation des échanges. Le retard à la frontière ou la lenteur des expéditions agissent comme des droits de douane. C'est un coût réel, surtout pour les produits complexes, les produits périssables ou les articles sensibles, comme la mode. En Afrique, un seul jour de retard supplémentaire peut réduire les échanges de plus d'1%. C'est considérable. Waouh, 1% par jour? C'est incroyable comme les choses peuvent aller vite. Et il y a aussi une différence entre les pays ici. Oui, il y a une grande différence. Si vous regardez les pays qui sont au cœur des chaînes de valeur mondiales innovantes, leurs délais d'importation peuvent être inférieurs à 9 jours. Par exemple, dans certains pays dépendants des matières premières, les délais d'importation peuvent dépasser 1 mois. Pensez au Ghana ou à l'Irak dans certains cas mentionnés. Les lacunes en matière d'infrastructure, le manque de systèmes douaniers électroniques, tout cela est très pénalisant, surtout dans des endroits comme l'Afrique.
Donc, il ne s'agit pas seulement d'améliorer les infrastructures, comme avec les ports, les douanes et les routes, mais également de mettre en place une politique commerciale essentielle pour les chaînes de valeur mondiales. Exactement. Et une dernière chose qui est très importante, ce sont les institutions. Avoir une bonne gouvernance est très important, tout comme avoir une application fiable des contrats. C'est particulièrement vital pour les chaînes de valeur mondiales, car vous comptez sur des partenaires à travers les frontières. Et les secteurs qui ont besoin de contrats solides ont tendance à se développer plus rapidement dans les chaînes de valeur mondiales si le pays dispose de bonnes institutions fiables. D'accord, donc en résumé, les décideurs politiques doivent se concentrer sur l'environnement des entreprises, ce qui signifie réduire la bureaucratie, oui, mais aussi de s'attaquer activement aux barrières commerciales, aux droits de douane bien sûr, mais aussi aux barrières non tarifaires, aux goulets d'étranglement logistiques. Et pour couronner le tout, il faut renforcer les institutions et l'état de droit. Cela semble essentiel pour attirer et réellement bénéficier des chaînes de valeur mondiale. C'est un excellent résumé. Je veux dire, le potentiel est là, les CVM ont beaucoup à offrir, mais pour s'y retrouver, surtout maintenant, il faut une politique intelligente et proactive. Donner la priorité à la facilitation des échanges commerciaux, maintenir la compétitivité des marchés des facteurs, mettre en place des institutions solides, telle semble être la recette. Il y a donc beaucoup de choses à considérer, et peut-être une dernière réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. Alors que le monde devient encore plus interconnecté grâce à ces chaînes de valeur mondiale, comment les politiques nationales parviennent-elles à trouver cet équilibre ? L'équilibre entre les avantages de l'intégration mondiale et la gestion des défis nationaux tels que les inégalités ou les perturbations potentielles. De quoi méditer. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.